Je vous souhaite la bienvenue à tous les deux sur cette chaîne. Merci Didier. Merci Olivier de proposer cette deuxième interview. Et puis très heureux aussi que Marie-Odile Riffard soit avec nous. On va parler d'un nouveau livre que vous avez écrit tous les deux, Mhm. qui concerne un sujet qui souvent peut réveiller quelques peurs, quelques angoisses, peut venir aussi connecter à des personnes qui sont un peu sceptiques sur le sujet. Je vous propose peut-être en quelques mots déjà de nous expliquer dans quel état d'esprit vous avez imaginé ce livre, pourquoi et puis quel message vous aviez envie de parler ou de faire passer. Et puis après, voilà, on prendra le temps d'aller progressivement de plus en plus dans le sujet. Merci d'être là. Et puis, je vous passe la parole pour ce début. Vas-y Marie. Bon, alors ce livre, il a été rédigé suite à une commande, en fait, un contact des éditions Larousse qui ont contacté donc Olivier suite à un documentaire qui a été tourné par Valérie Séguin, qui est une réalisatrice qui a fait ce documentaire qui s'appelle Et si la mort n'existait pas? Ce documentaire est en libre accès sur YouTube, hein, on peut le trouver. Donc, en fait, on a eu cette demande, et en tout cas Olivier, et il m'a proposé d'éventuellement l'écrire à deux. Et puis moi, je suis psychologue clinicienne. Donc c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, depuis l'adolescence. J'ai lu Raymond Moody, La source noire de Van Hersel, etc. Donc c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, passionnée, notamment les expériences de mort imminente. Voilà. Mais donc à partir de ce projet de livre, on a eu l'envie de parler de la mort, mais aussi de tout ce qui se passe autour de la mort. Hein, ça, c'est des sujets qui arrivent souvent. D'ailleurs, en séance, moi, en psychothérapie, il y a beaucoup de gens qui ont des problématiques autour de la mort, soit des deuils, soit eux-mêmes malades, etc. Donc, je pense que c'était important et intéressant de pouvoir éclairer toutes ces expériences et à partir desquelles on peut avoir énormément de réponses et d'ouverture d'esprit, de connaissances sur ce qui se passe autour de la mort et sur la vie qui continue après la mort. Voilà, donc on a écrit ce livre ensemble en échangeant énormément et puis Olivier a quand même rédigé une grande partie et compilé tout ce qui est études scientifiques parce que c'est quand même sa partie à lui. Et il avait déjà écrit 2 livres à ce propos, donc voilà. Donc Olivier, peut-être tu peux... Oui, voilà. Alors, moi, quand j'ai reçu cette demande, c'est rare hein, qu'il y ait une demande d'un éditeur. En général, c'est nous qui proposons, éditeur qui dispose. Mais là, non, c'était une demande de Larousse en plus, donc grand public. Donc, je me suis dit, c'est une merveilleuse occasion de vulgariser dans le bon sens du terme de ce sujet qui est quand même très important, de l'introduire dans le grand public, pas que dans la littérature spécialisée, des gens déjà convaincus, on va dire. Et du coup, on est parti sur le fait que ça allait faire peur. Là-dessus, j'ai fait un questionnaire Facebook où je demande aux gens quelles sont vos principales peurs par rapport à la mort. On a eu peut-être 200 réponses, en gros, qu'on a classées en différents types de questions, différents types de peurs. Et la première partie du livre commence par ça, par des réponses qu'on peut faire aux questions les plus fréquentes sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, j'ai peur de la mort, etc. Alors que dans la dernière partie du livre, juste le dernier chapitre, on fait des réponses un peu plus complexes, un peu plus osées et audacieuses, parce que les gens ont lu le livre et donc ils sont plus prêts à recevoir ces choses-là, quoi. Donc voilà comment ça s'est passé, le livre. Et le but aussi, donc, toujours dans cette optique de faire connaître au plus grand nombre, c'était de rassembler ensemble toutes les brindilles pour faire un vrai fagot. Je m'explique. Tout ce qu'il y a autour de la mort, c'est ce que j'appelle les expériences périmortelles, comme il y a des expériences périnatales autour de la naissance. Parce que là, c'est autour de la mort.
Et qu'est-ce que c'est? C'est qu'avant la vie, il y a des travaux sur les vies antérieures par Stevenson, Tucker, très sérieux. Avant la mort, c'est ce qu'on appelle les NDA, les visions des agonisants, les intuitions de fin de vie. Pendant la mort, c'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Après la mort, c'est ce qu'on appelle les contacts avec les défunts, qui peuvent être spontanés, ou par hypnose ou EMDR. D'ailleurs, Marie Odile fait de l'EMDR avec la méthode Botkin de contact induit par le MDR avec les défunts. Moi, j'en ai fait aussi, mais Marie, elle en fait plus que moi de ça. Donc, on peut aussi avoir par des médiums. Alors, tu as 3 types de médiums. Il y en a un dont j'aimerais bien parler aujourd'hui parce qu'il est très original. On n'en parle jamais dans les pays anglophones, ou en France en tout cas, c'est sûr. C'est les médiums à effet physique. Il y a 3 types de médiums. Les médiums mentaux, les médiums à transe et les médiums à effet physique. Ce effet physique, c'est assez décapé complètement de chez complètement. Il n'y a rien de plus spectaculaire. Et ça a fait l'objet d'études scientifiques. C'est ça qui est marrant et on n'en parle jamais. On parle aussi de la TCI, transcommunication instrumentale, comment les défunts peuvent. Là encore, c'est très scientifique. C'est fait par des ingénieurs, des physiciens, des électroniciens. Comment les défunts peuvent communiquer avec nous à travers des médiums électroniques ou électriques, la télévision, les magnétophones, la radio, etc., etc. Ça, on en parle pas mal. Enfin, on le développe un peu, ce qui est assez original en France. Et puis, voilà, donc, chaque élément peut être cassé dans le sens, on peut toujours essayer de le réfuter, on peut toujours dire oui, mais effectivement, c'est un peu en faveur quand même qu'il y ait une vie de la conscience après la mort et que la conscience est indépendante du cerveau, certes, mais enfin, bon, on pourrait dire que, OK, maintenant, rajoutons cet aspect-là. Maintenant, rajoutons cet aspect-là, et que tout converge, et que tout se rassemble, ben, ça devient beaucoup plus difficile de casser un fagot qu'une brindille toute seule, vous voyez. Donc, le but, c'était vraiment de compiler tous ces domaines d'expérience plurimortelle. Parce que en France, il y a des livres, hein, il y a des livres de Stéphane Alix, il y a des livres de bien sûr, Jean-Jacques Charbonnier, de François Lallier, de Sylvie Caffardi. Il y a comme des médecins qui s'y mettent là maintenant, hein, français. Parce qu'avant, c'était surtout nord-américain, entre autres, hein, scandinave un peu. Ils sont un petit peu malmenés quand même dans leur. Oui, alors chacun est malmené, sauf ces deux derniers, Caffardi et Allier, parce qu'ils sont plus jeunes, enfin plus jeunes, dans le sens, dans l'étude de ces phénomènes, ils essayent plus d'expliquer aussi ce qui se passe en fonction des paramètres neurophysiologiques, neuropsychologiques. Donc, ils sont à cheval sur une explication spirituelle et matérialiste. Donc, ils sont moins remis en cause, et c'est très bien comme ça, parce qu'il faut garder toutes les hypothèses à l'étude, et puis on voit un peu à l'épreuve des faits ce qui va rester. Mais toujours est-il que ce que je voulais dire pour terminer, et après je rends la parole, c'est que donc voilà, c'était la première fois qu'un ouvrage rassemblait tous ces domaines. Parce que Charbonnier, Lallier, Caffardi, c'est sur les EMI plus précisément comme qui travaille. Alix, il a travaillé sur les contacts avec les défunts aussi pas mal. Mais quelque chose qui rassemblait tous ces domaines, il n'y avait pas comme livre. Donc on se dit, puisque c'est un livre de vulgarisation, c'est une merveilleuse occasion voilà, de donner aux gens tout le panorama et qui voient que ça converge. Enfin, chaque brindille valide, cross-valide l'autre, quoi. Voilà, je vais m'arrêter de parler pour laisser la parole à. Oui, ben, moi, je voudrais rajouter par rapport aux personnes actuellement en France qui travaillent sur ces sujets, qui soient médecins, mais aussi psychologues. Il y a Éric Dudoit, notamment, je crois qu'il est sur Marseille. Oui. Je trouve que ces sujets-là devraient être même enseignés, je trouve, en université, que ce soit en médecine ou en psychiatrie ou en psychologie, parce qu'actuellement, quand même, on constate qu'il y a plus de 45 ans d'études sur tous ces sujets-là, hein, toutes ces expériences, ces phénomènes observés avant la mort, pendant la mort, expérience de mort imminente notamment, et c'est quelque chose qui est très étudié quand même aujourd'hui. Les expériences de mort partagée, c'est très intéressant aussi ça. Et puis tous les contacts aussi avec les défunts, notamment les études sur les médiums. Olivier en parlera tout à l'heure, mais c'est quand même fascinant parce que c'est des études qui sont extrêmement sérieuses, qui sont faites avec des protocoles de recherche très mis en place avec beaucoup de sérieux pour justement, parce que comme c'est des sujets controversés, on ne peut pas faire les choses à moitié. Il y a vraiment des études sur chacune de ces expériences qui ont été menées et qui montrent chacune à leur mesure que effectivement il y a quelque chose qui se passe de vrai. Et évidemment, comme toutes ces études sont majoritairement basées sur des témoignages, on va dire, bon, est-ce que c'est réellement scientifique? Mais oui, bien sûr.
Hein, quand on travaille notamment en psychologie sur des tas de sujets, on travaille sur de l'humain. On n'est pas dans des sciences dures, on travaille sur du vivant. Et forcément, il y a des protocoles de recherche qui sont capables de montrer des choses. Donc là, voilà, donc toutes ces personnes qui travaillent actuellement, là, je suis sûre qu'il y en a qu'on a oublié, hein, il y a d'autres personnes en France, hein, mais bon voilà, puis à travers le monde, hein, parce qu'il n'y a pas que la France. Même si en France, on est quand même pas toujours en avance sur ces sujets-là, hein, malheureusement. Donc en fait, le but du livre, c'était aussi à la fois de pouvoir montrer qu'il y avait des études sérieuses depuis plus de 40 ans, enfin 50 ans pratiquement, sur ces sujets-là, que donc des choses étaient démontrées, que l'ensemble de ces études convergeaient et montraient qu'il y avait des phénomènes réels et qui étaient voilà, partagés de façon d'ailleurs mondiale, hein, c'est-à-dire que sur toute la planète, il y a des témoignages de personnes qui se recoupent. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et voilà, et donc que ça puisse à la fois peut-être être plus accessible à toutes sortes de personnes. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces sujets, mais le grand public, on va dire, est encore assez souvent un peu perplexe ou sceptique. Et moi, je vois bien dans mes consultations, quand je commence à parler de ces sujets-là, il faut que je puisse m'appuyer sur un background quand même scientifique qui soit réel, parce que sinon, on va me dire, mais d'où vous sortez vos informations, quoi. Et donc, en fait, je trouve que ce qui est super, c'est qu'on a pu résumer, synthétiser toutes ces recherches et en sortir quelque chose qui soit cohérent, même si ça va parfois un peu loin, hein, dans ce qu'on va dire, parce qu'on a quand même des éléments qui nous viennent de l'au-delà, qui sont aussi par des contacts avec les défunts. Mais en tous les cas, par exemple, pour donner un exemple d'une personne qui est venue me consulter récemment, qui a eu un décès et elle n'était pas du tout ouverte à ça. On a discuté, puis je lui ai proposé le livre, je lui ai même prêté le livre, et elle est revenue, elle m'a dit, mais écoutez, vraiment, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir lire ça, parce que aujourd'hui, j'ai une autre façon de voir les choses et une ouverture différente. Ça ne veut pas dire qu'elle était plus triste, etc., mais elle avait une possibilité d'ouvrir sa vision de ce qu'était la mort, qui est donc décrit comme un passage et pas une fin, ni une punition, et un passage merveilleux. Oui, je comprends bien. Vous disiez tout à l'heure que finalement, c'est quelque chose qui vous avait attiré déjà assez jeune. Et puis, je vais poser la même question à Olivier. Euh, Qu'est-ce qui, pour vous, à un moment donné, a été l'événement peut-être qui vous a fait dire, bon, OK, maintenant, ce n'est plus une croyance, pour moi, c'est une certitude. Alors, en fait, déjà, le fait de m'intéresser à ces sujets, c'est parce que j'y trouvais beaucoup de plaisir. Alors, c'est étonnant, parce que quand on dit qu'on va lire des choses autour de la mort, etc., ça ferait plutôt l'effet inverse. Mais là, il se trouve que, et encore aujourd'hui, j'ai énormément de plaisir à lire des témoignages ou à écouter des témoignages, notamment d'expériences de mort imminente. Je trouve que ça peut être vraiment thérapeutique et ça fait un bien fou. Donc, je conseille à tout le monde d'en lire. Il y a un site internet qui s'appelle NDERF, c'est la Near Death Experience Research Foundation. On le trouve en français hein, sur Internet, où il y a des tas d'expériences de mort imminente qui sont des témoignages, en fait, hein, qui sont compilés. Super intéressant. Il y a des vidéos. Et en fait, le moment où je ne sais pas s'il y a un moment précis où je me suis dit, OK, je sais, peut-être que je sais depuis toujours et que j'ai juste eu des rappels. Voilà, je pense que c'est réellement... Bon, après, moi, j'ai aussi vécu quelques expériences, pas forcément de ce type-là, mais d'ouverture de conscience qui me font de toute façon savoir plutôt que croire. Okay. Voilà. Je comprends. Oui. Et Olivier? Oui, je vais répondre à ta question, mais avant de répondre, juste une chose, c'est que justement,
c'est un début de réponse. C'est que le titre du livre, La vie après la mort, pourquoi il faut y croire, et les preuves scientifiques, c'est mal formulé. Alors, on l'a laissé faire l'éditeur, mais parce qu'il s'agit ni de croire, ni de prouver. En fait, ce qu'on a mis dans le livre, c'est vraiment un savoir qui est fait de connaissances et d'expériences. Et c'est comme si on avait étudié l'hypothèse qui pourrait sembler la plus valide pour expliquer toutes ces expériences périmortelles, l'hypothèse qui est la plus simple, la plus claire, la plus élégante et qui explique le maximum de faits. Et bien, cette hypothèse-là, qu'on retrouve tout au long des expériences de périmortelles, c'est que la conscience est indépendante du cerveau et qu'elle survit à la mort du cerveau. Sinon, on ne peut pas expliquer tout ce qui se passe. En tout cas, on l'explique de manière tarabiscotée, partielle et impartiale, je dirais. Non, partielle, pardon, partielle et partielle. Donc voilà. Donc déjà, on n'est plus ni dans la croyance ni la preuve, parce que la preuve, on ne peut jamais la faire entièrement. Hein. Les scientifiques matérialistes n'ont jamais prouvé que l'âme n'existait pas. Alors ils disent, vous n'avez pas prouvé qu'elle existe. Mais vous n'avez pas prouvé qu'elle n'existait pas. Ils n'ont jamais pu prouver que la conscience était créée par le cerveau. Donc de toute façon, on ne peut pas réfléchir en termes de preuve. On peut réfléchir en termes de convergence de faits qui amènent à une hypothèse plus semblable que les autres. Voilà. Alors, maintenant, je vais répondre un peu plus. Je tenais aussi à dire que ça, c'est important, c'est qu'on, ni moi, ni Marie et Odile, on fait partie d'une église, d'un mouvement philosophique particulier, encore moins d'une secte, bien entendu. C'est-à-dire que notre parole est libre et qu'elle est fondée, comme je disais tout à l'heure, sur des connaissances, des lectures, des rencontres avec des gens et des expériences. Alors moi, ce qui m'a fait cette expérience, c'est que d'abord, j'étais amené à m'intéresser aux expériences de mort imminente après m'être formé à l'EMDR, l'hypnose, du but de chamanisme, parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment des états de conscience modifiés qui me faisaient percevoir d'autres choses et la présence d'autres formes de vie non incarnées. Voilà. Et ce n'est pas ce que je cherchais à l'époque. Hein. Ça m'est tombé dessus, je veux dire. Et je n'étais pas ni dans un moment de dépression, ni de psychose. Hein. Je n'ai jamais été traité pour maladie mentale. Je suis psychiatre, mais ça ne veut rien dire, puisqu'on dit que parfois ils sont plus fous que leurs patients. Mais là, bon, ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Et donc, du coup, moi, j'ai fait ensuite, suite à mes formations et à la sensibilisation que j'avais à ce qu'il y avait vraiment des états élargis de conscience qui permettaient de percevoir d'autres types d'existence, eh ben, j'ai fait après, sans le vouloir, une sorte d'expérience de mort imminente, un début de l'expérience de mort imminente en frôlant la noyade lorsque j'étais à La Réunion sur une plage de sable noir en voulant sauver quelqu'un. Je me suis auto-asphyxié moi-même et puis qui était en train de se noyer, la personne, et moi j'étais en train de me noyer et j'ai à un moment lâché, je savais que j'allais mourir et je me suis dit, oh là là, c'est le moment où je vais mourir, c'est fou, je ne m'y attendais pas, et j'ai commencé à avoir cette lumière qui est venue, cette légèreté, ce bien-être, cette élévation. J'ai commencé à repenser à des éléments de ma vie passé. Et puis, il y a eu un surfeur qui était là, qui nous a envoyé une planche. Et je suis sorti, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de mon état élargi de conscience. Et, parce que mon cerveau a perçu qu'il y avait une chance de survie, quoi. Donc, il a arrêté le début d'éjection de l'âme. Tu sais, le bouton du pilote qui, voyant que son avion est en train de tomber, il met siège éjectable et puis il sauve sa vie en s'éjectant de son corps, quoi. Ouais, de son avion, là, dans ce cas-là. Donc, j'ai eu ça. Et puis, j'ai eu une expérience de mort partagée par le biais d'un ami qui était chirurgien cardiaque quelque part en France et qui s'est suicidé. Et au moment où il s'est suicidé, le jour même, l'heure même, c'était pendant que je dormais, c'était la nuit. Et cette nuit-là, j'ai fait une sortie hors du corps. Enfin, en tout cas, je me suis dit, je sors de mon corps, ça m'est jamais arrivé, c'est pas possible, c'est bon, j'y arrive enfin. J'étais complètement enthousiaste. Et pareil, la lumière, l'amour, enfin, c'était tellement beau. Et en fait, je me suis réveillé en me disant, mais il faut que je note ça, ça ne m'est jamais arrivé. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai noté, et puis j'ai noté l'heure aussi. Et le lendemain matin, la femme de mon ami m'apprenait qu'il s'était suicidé, qu'il était mort à peu près à cette heure-là, quoi. Et j'en avais parlé avant avec lui parce qu'il était dépressif. Et je lui ai montré des films de l'INRES, notamment sur l'expérience de mort imminente. Et je lui avais dit, écoute, le premier de notre qui meurt, il nous fait un signe. Du coup, il m'avait fait un signe parce que j'avais, en même temps que lui, vécu le début d'étapes typiques de l'expérience de mort imminente. Donc ça, bon, c'est pas ça qui m'a convaincu parce que en entendant beaucoup de gens parler puis en voyant ce qu'ils racontent, c'est d'une évidence. Pour nier que ça puisse être la réalité et essayer de trouver des hypothèses biologiques, soit il faut être complètement pas empathique, pas humain, soit il faut être complètement borné mentalement et tout percevoir par la lumière de l'analyse du discours discursif rationalisant machin, soit il faut avoir des bonnes raisons d'avoir peur qu'il y ait quelque chose et que, oulala, me posez pas quelque chose après la mort parce que, vu ma vie, où j'ai pas envie de revoir ma mère une fois, j'étais déjà assez quand elle était sur Terre, enfin, je sais pas quoi. Mais pourquoi les gens ont si peur qu'il y ait quelque chose alors que ça a l'air aussi beau vraiment dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on vit?
Donc, voilà un peu ce qui m'a inspiré. Et puis, je voulais dire autre chose par rapport à ça, mais je ne me souviens plus quoi, donc c'est pas grave. Oui, je voulais dire, quand on dit que c'est partagé ces choses-là dans le monde entier, c'est-à-dire que quelle que soit la culture, quelles que soient les époques, les continents, l'âge, les données socio-économiques, la croyance ou pas la croyance en une religion, en un dieu, ou agnostique ou athéiste, ce qu'on veut, les gens vivent la même chose en fait. Donc c'est pas lié à des données socioculturelles particulières en fait. C'est pas conditionné par ça en tout cas. Ça peut influencer un tout petit peu le contenu, mais certainement pas ni la forme, ni le processus, ni l'essentiel. Ça a été montré dans toutes les études. Et il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que toutes ces expériences peuvent être partagées en même temps par des personnes différentes qui ne sont pas mourantes. Je m'explique. Par exemple, ce qu'on appelle les deathbed visions, les visions des agonisants. Parfois, les personnes décédées vivent des phénomènes, les personnes qui sont sur le point de mourir vivent des phénomènes particuliers, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois ici, puis elles sont déjà dans l'autre monde, elles sont déjà en contact avec des défunts de la famille qui viennent les chercher, les guider, etc. Et bien, parfois, ceux qui sont présents au pied du malade voient ces choses-là. Et parfois même plusieurs membres de la famille voient ces choses-là en même temps. Sans le savoir, après, c'est ce qui m'est arrivé. Non, dis-moi, ben, non, vas-y, raconte. Ah, moi aussi, j'ai vu la même chose, c'est fou. Donc, ils vivent cette expérience de mort avec le patient. Et ça peut être aussi les contacts avec les défunts. Il y a des gens qui voient un défunt, enfin, qui voient un membre de la famille apparaître comme ça devant eux, souvent dans un habit lumineux, souvent avec une sorte de bien-être intérieur qui transparaît et qui leur dit ça va, vous en faites pas pour moi, tout va bien, etc. Bon. Et en fait, c'est le moment même où la personne est morte. Ne le sait pas que la personne est morte. Souvent, ce n'est pas des gens qui devaient mourir, c'est des gens qui peuvent être jeunes et mourir d'un accident de voiture ou d'un brutal infarctus alors qu'ils étaient en bonne santé, etc. Donc, et quand l'apparition se fait, c'est à l'heure de la mort de la personne. Et ben parfois, ça aussi, c'est partagé. C'est-à-dire qu'une autre personne indépendante dans un autre lieu va avoir la même vision au même moment de la même personne qui vient de mourir. Donc, si c'était des hallucinations, ça ne serait pas partagé. On ne pourrait pas dire, bah, j'ai vu ça, ben, moi aussi. Vous voyez. Donc, c'est intéressant de constater ça, c'est que c'est des phénomènes euh, qu'on ne peut pas réduire à des effets de l'imagination, de la rêverie, des hallucinations ou des attentes magiques qui seraient réaliseraient par projection. Si vous permettez, je vais me faire un petit peu le questionneur, l'avocat du diable même. Euh, si effectivement on parle de l'hypothèse qui est dans le livre, que finalement il n'y a qu'une seule conscience, Ouais. est-ce que toutes ces expériences, en tout cas, est-ce que l'argument de dire que plusieurs personnes peuvent vivre la même chose au même moment ne serait pas juste lié finalement au fait que il n'y a qu'un seul champ de conscience? Et alors, est-ce que ça garde la même impact en termes, enfin, garde le même impact en termes de preuve de cette hypothèse? Oui, alors je réponds, puis après je te laisse Marie. Hein, je réponds. C'est vrai que dans l'absolu, si on prend une métaphore, la conscience, c'est un vaste océan plat. Et nous, les petites consciences individuelles, nous sommes que des petits tourbillons à la surface qui sont partis de la surface de cet océan, qui sont partiellement et de manière très éphémère individualisés, qui sont séparés très momentanément de la grande conscience. Et dans cet état de séparation, de prise de forme très passagère, comme les vaguelettes peuvent être des formes très passagères prises par l'océan qui ne vont pas rester toute la vie, hein, se dissolvent à nouveau rapidement dans l'océan. Sauf que nous, ça prend plusieurs vies peut-être pour faire ce trajet-là d'une vague. C'est vrai que si on était tous pas dans l'illusion de la séparation, qu'il n'y avait pas des attracteurs gravitationnels que sont les différents corps physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux, qui habillent la conscience, qui l'entrappent, qui l'engainent, qui fait qu'elle ne se voit plus qu'elle-même prise dans ce tourbillon-là, mais elle ne se voit plus comme reliée au tout d'où elle vient. C'est vrai que si on n'était pas pris dans ces corps et dans ces séparations illusoires, quelque part aussi, eh bien, on percevrait tous la même chose en même temps. Tout serait synchronicité. Il n'y aurait que ça. Il n'y aurait que fonctionnement instantané, identique. Mais comme on s'est séparés, on vit momentanément des choses un peu différentes. Mais quand les gens sont dans un état de conscience un peu ouvert, c'est-à-dire que ça se relâche au niveau de l'attractivité des corps, donc on remonte dans la conscience plus universelle, à ce moment-là, oui, on peut communiquer avec la conscience d'autrui.
Et c'est pour ça que quand les gens veillent à mort et qu'ils sont dans une sorte de recueillement, une prière, qu'il y a du silence, peut-être c'est pour ça qu'ils partagent plus facilement une expérience de mort partagée, quoi, on appelle ça, que s'ils étaient en pleine activité ou individuellement séparés. De même que parfois les visions des gens en même temps, ça survient la nuit, les gens sont réveillés par ce défunt qui leur apparaît, et en même temps, peut-être parce qu'ils sont déjà dans un état de conscience modifié ou en état alpha. Mais ce n'est pas forcé. Ça peut arriver à l'état vigile quand on est en pleine activité d'avoir un contact avec un défunt. Donc, disons qu'on pourrait dire c'est l'inverse. Pourquoi tout le monde ne perçoit pas tout en même temps? Puisque tout n'est qu'une seule et même conscience au départ. Ben parce qu'il y a ces petites divisions momentanées qui se sont faites et qui font que on est dans le cône du tourbillon, et puis s'il a des parois auto-réfléchissantes, on fait que de se regarder soi-même et de se parler à soi-même, mais on oublie le tout d'où on vient. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Moi, il me semble, mais vas-y, Non, sincèrement. mais je vais laisser Marie D'accord. répondre aussi avec son point de vue. Ouais. Oui, tout à fait. Ah ben, mon point de vue, il va compléter simplement celui d'Olivier, c'est-à-dire qu'effectivement, chacun de nous expérimente sa propre conscience, mais évidemment connecté à la grande conscience, on va dire, hein, on est des extensions de la grande conscience. Chacun de nous expérimente à sa façon unique, c'est-à-dire qu'on est chacun une création unique, donc on va forcément percevoir la réalité à travers notre propre point de vue et donc percevoir quelque chose de façon tout à fait unique. Et pourtant, effectivement, il y a des choses qui peuvent se partager. Et je pense que là, il y a quelque chose que j'ai vécu récemment, d'ailleurs en séance, et ça, c'était assez incroyable. Une personne qui venait de perdre sa tante, bon, de qui elle était très proche, et elle me parlait de ça, c'était 2 jours avant. Hein, et pendant la séance, il y avait une sorte c'était une ambiance, un champ de conscience, on va dire, ouvert bien plus que notre champ habituel, notre conscience réduite. Et on sentait dans cette séance-là, il y a eu vraiment quelque chose qui était complètement différent à d'habitude. Et j'étais persuadée à ce moment-là qu'on était connecté à quelque chose de plus large, de plus ensemble. Donc, mais où on connectait chacune à travers notre propre façon d'être, hein, qui est unique. Ça, c'est notre comment dire, notre expérience humaine, voilà notre prisme. Et il est unique ce prisme, et c'est d'ailleurs ce qu'on vient exprimer du mieux possible, c'est-à-dire exprimer qui on est. Hein, et en fait, cette perspective-là, elle importe pour la création globale, c'est-à-dire que toutes les perspectives sont intéressantes. Mais effectivement, on va connecter les mêmes champs, mais à travers nos propres prismes. Et donc, à chaque fois, on va partager des choses, mais pas forcément vécues tout à fait pareil. Donc, c'est riche. Voilà, après, je ne me rappelle plus exactement, c'était ta question, c'était… En fait, il y a un des arguments… Comme on vient de la grande conscience, voilà, qu'est-ce qui fait que, voilà, est-ce qu'on n'est pas tous à percevoir la même chose, c'est ça? Bah en fait, il y a un des arguments dans le livre qui tend à appuyer l'idée qu'il y a bien une vie après la mort. Oui. C'est ce que Olivier était en train d'exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire des expériences où en fait, on est plusieurs à faire la même expérience, à avoir la même information ou la même connexion. Oui. Oui, parce que comme on est plusieurs à connecter, effectivement, est-ce qu'il y a un monde objectif, une réalité objective ou pas? Hein, si on regarde, on va à une soirée tous ensemble, chacun de nous va à la même soirée, mais on va chacun percevoir cette soirée d'une façon totalement différente. Et en même temps, on vit la même soirée. Donc, je pense que peut-être que ça peut répondre, je ne sais pas. Et en même temps, il y a une même grande conscience qui est à l'origine de chacune de nos petites consciences. Mais les petites consciences sont des bouts de la grande conscience qui se sont enrobés dans de la matière ou dans des corps et qui font qu'elle ne perçoit plus la totalité, comme le fait la grande conscience qui est à l'origine. Moi, j'aime bien prendre la métaphore aussi du soleil. C'est comme si la grande conscience primordiale unitaire était un soleil, mais que le soleil envoie des rayons, des parties un peu spécialisées de lui-même ou des aspects, des essences de lui-même, et que chaque rayon incarne ensuite dans la matière, mais si on remonte le long des rayons, on revient à la source, au soleil d'origine. Donc c'est vrai que quand on est dans les rayons, on voit la chose différemment. C'est comme si on était dans une maison
autour de la maison, il y a la même réalité, sauf qu'il y en a qui regardent par une fenêtre ici, puis d'autres par une autre fenêtre là, puis d'autres une fenêtre là, et ils ne voient pas la même partie du paysage. Mais par moment, si on arrive à sortir de la maison, des filtres, et ben là, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de murs, donc on voit vraiment l'entièreté du paysage tous ensemble. Ça peut être aussi une autre métaphore. Enfin, de toute façon, c'est des choses complexes. Je tenais à dire, tiens, en profitant de là, que dans le livre, il y a un chapitre justement sur les modèles, notamment le modèle d'Emmanuel Ransford, les modèles de physique quantique aussi, Ouais, j'allais justement poser voilà, quelques questions là-dessus. qui explique des choses sur la conscience, la différence entre la grande conscience et la petite conscience. Mais on a surtout développé ça après parce qu'on n'avait pas la place dans le livre de Larousse. On a repris ce chapitre-là et on l'a beaucoup gonflé, enfin beaucoup nourri et étayé. Et ça a donné un livre en auto-édition Amazon. Désolé parce que c'est Amazon, mais c'était le mieux pour diffuser C'est pas la rapidement ce livre. période. C'était vraiment le mieux à l'époque pour diffuser rapidement ce livre. Parce qu'on ne pouvait pas le mettre dans le livre de Larousse, on ne voulait pas le jeter, quoi. Et c'est vraiment, ça s'appelle La conscience immortelle. Et je pense que tu me présenteras peut-être en début ou en fin de vidéo les couvertures. Ouais, et puis je mettrai les liens aussi. D'accord. C'est un peu le livre jumeau de celui-ci, là, de La vie après la mort, mais plus scientifique pour ceux qui s'intéressent à justement comment on peut aussi donner un modèle crédible qui sous-tend tous ces phénomènes, toutes ces déclarations, ces expériences. Et il y en a effectivement beaucoup hein, qui sont décrits dans le livre. Je vais vraiment conseiller à tout le monde de s'y plonger parce que c'est passionnant et puis avec des recherches sérieuses en fait sur chacune de ces possibilités. Tout à fait. Donc effectivement le livre est vraiment bien étayé. J'ai une question encore plus générale peut-être. Euh, Imaginez quelqu'un qui au départ n'y croit pas et puis qui, à force de lire tous ces fagots que vous avez mis ensemble, commence à se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose, effectivement, il y a quelque chose qui existe au-delà. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez, vous, dans vos pratiques, des conseils, ou peut-être des exercices, ou, enfin, j'en sais rien, des choses très concrètes en fait qui permettraient à ces personnes de faire un pas de plus. Je Vous te souhaite. comprenez ma question, c'est-à-dire que le livre va amener beaucoup d'informations qu'on va compulser intellectuellement, qu'on va peut-être même ressentir aussi comme étant justes. Et puis après, il y a l'étape de l'expérience. Oui. Bah, en fait, il y a des possibilités hein, de connexion, de contact, notamment en contact avec les défunts. Moi, j'utilise, bon, là, c'est assez particulier. En fait, c'est une technique qui s'appelle le MDR et qui est normalement utilisée pour traiter, par exemple, des traumatismes. Voilà. Ouais, les syndromes post-traumatiques en général. Voilà. Et donc, en fait, on travaille avec des mouvements oculaires, etc. Et donc, il se trouve que pendant ces séances de MDR, il a pu arriver, moi, c'est arrivé dans des séances au départ assez spontanément, c'est-à-dire quand je m'y attendais pas, ni la personne d'ailleurs, souvent en travaillant quand même sur un traumatisme de deuil pathologique, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort, et puis au bout de 10 ans, 15 ans, bon, c'est toujours très difficile à intégrer. Donc, il se trouve que les personnes, parfois même en dehors d'ailleurs d'un traitement d'un deuil, hein, ça peut être même juste de l'EMDR sur d'autres situations, et où à un moment il y a une ouverture qui se fait, il y a quelque chose qui se passe, où il y a un contact, ou en tous les cas il y a quelque chose qui est perçu, qui n'a rien à voir avec la réalité, ni du sujet d'ailleurs dont on était en train de parler. Et notamment quand c'est sur un décès, un deuil pathologique, la personne va percevoir le défunt ou la défunte, souvent d'aspect plus jeune que quand il est décédé ou elle est décédée, très souriant, souvent le même genre de message, tout va bien, je suis bien, continue ta vie, tu as des choses à vivre, le plus important c'est l'amour, on est super bien ici, c'est merveilleux, bon voilà, donc ce genre de message qui arrivent comme ça de façon très inattendue, ou alors des ressentis puissants d'amour, de bouffées d'amour, de lumière, de chaleur,
Bon, alors ça, c'est des possibilités, on va dire, très pratiques de contact avec une ouverture vers l'au-delà, quoi. Mais il y en a d'autres, hein. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites sans forcément aller consulter quelqu'un ou utiliser telle ou telle technique? Il y en a plusieurs qui sont décrites dans le livre. C'était juste pour aller un petit peu oui. au-delà de ça. Bon, après, je pense que tout le monde connaît forcément la méditation, ces états, ces pratiques dans lesquelles on peut entrer en ouverture de conscience. Tout ce qui va permettre à la conscience de s'ouvrir, c'est-à-dire de dépasser notre mode habituel de fonctionnement, qui est plutôt un mode réduit, et de pouvoir se connecter à plus de conscience, donc plus de connaissances, plus d'informations. Et du coup ressentir cela dans notre expérience, parce qu'évidemment, je ne sais pas si je dis vous ou tu, donc on va se tutoyer. Ouais, on peut se tutoyer. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que effectivement il y a la théorie. Hein, donc la personne, elle veut lire le livre, ok, elle va peut-être s'ouvrir, avoir l'esprit ouvert, elle dira mais pourquoi pas et tout. Et puis après, il y a l'expérience. Et c'est l'expérience qui amène le savoir, on va dire. Il n'y a jamais de savoir réel si c'est que de la théorie. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Voilà, oui, tout à fait. Je ne sais pas, Olivier, si toi tu veux en parler. Oui, alors ça dépend, la personne qui voudra aller plus loin, ça dépend dans quelle intention. Hein. Est-ce que c'est pour l'aider à faire un deuil qui est difficile? Est-ce que c'est parce qu'elle a en fait sous ses symptômes, quand elle vient consulter, une peur de la mort qui est un peu la racine de toutes les peurs, hein, la peur de la mort. On retrouve ça chez les anxieux parfois, chez les dépressifs, chez les anorexiques, chez les toxicomanes, dans les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a derrière ces pathologies un noyau qui est vraiment la peur de la mort et qui mobilise tout plein de défenses et qui crée tout plein de structures symptomatiques. Hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et parfois, le savoir et pouvoir aborder assez régulièrement ou au moins une fois avec le patient ses croyances par rapport à ce qu'il y a après la mort, ses deuils qu'il a fait, qui ont été difficiles peut-être dans l'enfance ou même plus tard en tant qu'adulte, ou comment il envisage sa propre mort, qu'est-ce qui lui fait peur. Ça peut être quelque chose, on ne sait jamais, à aller quand même sonder pour voir ce que ça peut ramener comme matériel utile pour la thérapie. En fait, les gens, quand ils savent qu'il y a une vie après la mort, ou quand ils commencent à penser que c'est une possibilité, ben, c'est comme s'ils savaient qu'il y a une possibilité qu'ils aient une âme et qu'il faudrait peut-être qu'ils lui donnent plus de place et plus d'expression dans leur vie. Parce qu'elle peut devenir un GPS pour aider à prendre des grandes décisions, pour bien s'orienter, pour faire la différence entre ce qui est essentiel et puis ce qui n'est pas essentiel. Ce pourquoi ça vaut la peine de vivre et de se battre et pourquoi ça ne vaut pas la peine. Et souvent, les gens, en faisant un peu plus attention à leurs rêves, en écoutant un peu plus leurs intuitions, en faisant un peu plus attention aux synchronicités, qui vont nourrir ce contact avec au-delà du petit moi qui croit tout maîtriser avec ses processus rationnels et s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc voilà. Et puis parfois, c'est en faisant l'expérience d'autres états élargis de conscience, hein, par le biais du chamanisme ou d'hypnose EMDR, ou etc., ou spontanée, qui peuvent s'apercevoir que, tiens, il y a une continuité, il y a une relation de sens, une relation logique avec ce qu'on sait aussi de l'âme et puis de l'expérience de mort imminente. Tiens, c'est à peu près du même domaine, tout ça. Donc c'est petit à petit, quand quelque chose commence à s'ouvrir, quand on commence à croire que quelque chose est possible, bah, ça ouvre la possibilité pour que cette chose arrive aussi. Hein, on dit souvent il faut voir pour croire, mais parfois il faut croire pour voir. Donc le fait d'avoir changé déjà son point de vue cognitif, ça permet une brèche qui permet à l'expérience de venir, d'être attirée vers la personne et lui donner d'autres éléments, d'autres arguments, d'autres vécus qui vont lui permettre d'aller encore plus loin. Ça se nourrit, c'est un cercle vertueux, on va dire. Oui, et puis si j'ai bien compris, après, c'est une question d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne, elle va mettre une intention Ouais. d'avoir cette connexion avec un défunt ou avec une autre strate, elle va ouvrir cette possibilité à ce champ de conscience de s'y connecter. Encore que c'est pas comment, il suffit pas d'avoir l'intention pour que ça se produise, dans le sens où, par exemple, les contacts spontanés avec les défunts, les contacts que font les vivants avec certains de leurs défunts, eh ben, dans la majorité des cas, quand les gens veulent vraiment ce contact, quand ils l'attendent, quand ils font tout pour, ben, ils ne l'ont pas. Et puis au contraire, ceux qui n'y croient pas, ceux qui n'en voulaient pas, ben, ils l'ont. Donc parfois, le petit moi qui veut absolument faire un effort avec les processus mentaux habituels, il bloque l'expérience. Donc c'est une intention, mais une intention du genre j'ouvre, puis je laisse faire. C'est pas je veux, oh, pourquoi j'ai pas, etc. Chaque jour, façon obsessionnelle.
à l'intention, il y a une partie de lâcher prise. Parce que dans l'intention, on voit souvent quelque chose de très masculin qui veut, qui désire. Non, il y a aussi la réceptivité féminine, entre guillemets, hein, c'est des archétypes hein, quand je dis masculin féminin, et de l'ouverture et du laisser-faire et de l'acceptation. Mais au moins, j'ouvre, mais au moins, je rends possible. Si j'ai des gens de me visiter, bah, qu'elle le fasse. Je l'accueille à bras ouverts. Il y a aussi de ça. Hein. Et dans l'énergie du cœur, si j'ai bien compris. Notamment, oui. Okay. Mais il y a cette connexion de toute façon qui peut se faire dans des états tout à fait habituels. Notre réalité, elle est en permanence baignée de conscience et à nous aussi de nous connecter plus d'ailleurs à nos ressentis, nos impressions, nos perceptions sensorielles, plutôt que nos pensées en permanence. On est énormément quand même dans notre mental ou dans notre... ouais, plutôt dans nos pensées, hein, même si c'est très bien, hein, on en a besoin, mais la connexion aussi à nos ressentis, à notre expérientiel, c'est très important. Et plus on va faire attention à ce qu'on ressent, plus on va pouvoir sentir des choses qui sont déjà là. C'est pas la peine de chercher tout, forcément l'expérience phénomène extraordinaire. Le miracle, il est là en permanence, hein, il est déjà là, en fait. Voilà. Dans le livre, vous citez, je crois même, une vision chamanique qui est de dire que le voile entre les mondes, entre les différents plans de conscience est très, tout à fait. Très fin, très fin, très fine. Dans le livre, j'appelle ça l'ascenseur de la conscience en prenant appui sur le modèle de Ransford. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait différents univers, chacun avec son taux de conscience par rapport au taux de matière, entre guillemets. Je simplifie vraiment le XO, le NDO, enfin bref, je ne vais pas rentrer en détail, mais on va dire des niveaux vibratoires plus ou moins élevés, mais c'est pas très juste comme expression, c'est pas grave. Mais que ces niveaux sont reliés par une même conscience. C'est la même conscience, de la même nature, mais à des taux variables selon les univers. Donc cette même conscience, c'est le fil d'Ariane qui relie tous les univers. Donc si on se place dans la conscience, ça peut relier tous les étages en une seule fois. Il n'y a rien qui soit cloisonné, il n'y a rien qui soit en discontinuité. Simplement, pour être dans pure conscience dans notre tête, ça veut dire qu'il faut évacuer beaucoup de fonctionnements automatiques et mentaux. Mais simplement, une fois qu'ils sont là, on retrouve dans une forme de conscience assez pure qui est la conscience qui était venue s'enchasser dans nos différents corps, physique, éthérique, mental, émotionnel et spirituel. Elle se détache parce qu'il se calme, on est moins identifié à nos filtres que représente chaque corps. Et du coup, là, on revient à une forme de conscience pure qui nous relie à la grande conscience elle-même, qui est de même nature. C'est pas une conscience qui se modifierait au fur et à mesure de ces traversées des différentes strates. C'est juste qu'elle est en pourcentage plus ou moins important. Un peu comme de l'oxygène. Il y a des mondes avec juste 10% d'oxygène, on respire très mal. On peut pas faire beaucoup d'efforts. Puis il y a des mondes avec 30% d'oxygène. Là, on commence déjà à se sentir mieux et tout. Puis le monde à 100% d'oxygène. Et là, c'est l'ouverture totale de la conscience. Ok. Et donc le propos, Marie-Odile, c'était que finalement, si on arrivait à ouvrir cette conscience dans le quotidien, c'est bien ça. Hein, oui. C'est-à-dire que, en fait, je me dis, le livre qu'on a écrit là, il parle de la vie après la mort, en tous les cas, à savoir qu'il y a quelque chose après la vie. Mais en même temps, il nous invite justement à être vivant. C'est pas juste s'ouvrir après la mort et puis qu'est-ce qu'on fait là maintenant. C'est une conscience qui a une importance parce que ça va changer notre façon de vivre la vie. Et on va plus forcément être, d'ailleurs, c'est ce que vivent les personnes souvent qui ont eu des expériences de mort imminente. C'est un bouleversement total de leurs valeurs, de leur connexion à eux-mêmes, de leur façon de vivre la vie. Et notamment de s'intéresser peut-être aux choses essentielles. Et les messages d'ailleurs qui nous viennent des défunts, c'est souvent, mais le plus important, c'est l'amour. Hein, il y a quelque chose, et c'est pas l'amour romantique, on n'est pas du tout là-dedans. C'est une force, une puissance de vie. Et apprendre à vivre cet amour dans l'incarnation, c'est sûr que quand on a ces connaissances, que c'est peut-être aussi ce qu'on est venu faire ici-bas, c'est quand même intéressant parce que il y a maintenant, il faut vivre maintenant.
Et, mais en ramenant peut-être de l'information de l'au-delà qui peut nous aider, nous mettre sur un chemin différent. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Si, j'aimerais bien, si vous permettez, juste partager une expérience et puis, ouais. Si vous permettez, j'aimerais bien partager une expérience et puis que vous me disiez ce que vous en pensez, toujours en résonance avec ce qui vient d'être dit, en fait. Euh, j'ai fait de l'accompagnement en fin de vie. Dans cet accompagnement en fin de vie, donc, j'ai eu cette expérience que citait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au chevet de quelqu'un qui était en train de partir, j'ai eu cette perception que l'âme était en train de quitter le corps, en tout cas que la conscience était en train de quitter le corps. Euh, Simplement, ce qui est arrivé souvent, c'est que dans les derniers jours de la vie de la personne, il y avait une espèce de regain d'énergie. C'est comme si la pulsion de vie, en fait, était de nouveau plus forte. Et en fait, si je fais le parallèle avec ce qui vient d'être dit, c'est que finalement, à ce moment-là, la conscience est déjà en train de s'élargir, de s'ouvrir à ces autres plans. Ouais. Et donc, elle récupère cette pulsion vitale. Oui, parce qu'en fait, on pourrait quand même dire que la mort, c'est juste une nouvelle naissance. Donc, c'est un peu comme si la fusée redémarre et, et va repartir dans un autre niveau. Et vraiment de plus percevoir la mort comme quelque chose d'horrible ou de terrible ou de contracté. Ce serait plutôt la naissance qui serait plus difficile à vivre que la mort qui apparemment est quand même une libération. Les personnes, quand il faut qu'elles reviennent, quand elles font des expériences de mort imminente et qu'il y a un moment, il faut qu'elles reviennent dans leur corps physique, c'est difficile. C'est très difficile parce qu'elles ont l'impression d'être tellement immenses qu'il faut rentrer dans ce petit corps très réduit, avec lourd, pesant, et la gravité, et à nouveau la souffrance. Donc, le moment d'ailleurs, je pense que ce que vous avez vécu, cette personne qui avait des regains d'énergie, c'est aussi ce qu'on appelle, ce qui est nommé la lucidité terminale. C'est aussi ces façons qu'ont les personnes agonisantes. Souvent, il y a des études là-dessus, vont avoir un regain, vont retrouver parfois la mémoire alors qu'elles étaient dans des états de troubles psychiques ou des troubles neurologiques graves. Et donc, on se dit, ah ben, elle va mieux. Mais en fait, non, c'est justement là qu'il y a une ouverture, comme vous dites, un peu comme si elles avaient un pied ici, puis un pied déjà là-bas, quoi. Et effectivement, il y a une ouverture du champ. Ouais. Et ce qu'on appelle la lucidité terminale, c'est-à-dire des gens qui étaient conflus, qui ne reconnaissaient plus personne autour d'eux, qui n'avaient plus de mémoire, etc., et qui, à un moment, quelques heures, ou en général, ou quelques jours, mais plutôt quelques heures avant leur mort, se remettent à de nouveau avoir l'esprit clair, lucide, reconnaître tout le monde, être plus vivants, alors qu'ils étaient léthargiques et quasi endormis dans leur confusion, qui se mettent à avoir les yeux vifs et à dire des choses intelligentes, et en même temps, ils perçoivent déjà le début de mondes autres ou de personnes qui viennent les aider, les guider. Donc, ça, c'est assez remarquable. Hein. Ça montre bien que ce n'est pas dans le cerveau, parce que dans le cerveau, quand il est complètement atteint, que ce soit par l'Alzheimer, des tumeurs cérébrales gravissimes, des AVC qui ont bousillé la moitié du cerveau et tout, chez les gens confus depuis des semaines, des mois, quand ça se réveille comme ça, ce n'est pas le cerveau qui se remet à marcher. Hein. C'est la conscience qui, étant moins attirée par le filtre du corps physique, est plus libérée et peut recevoir plus d'afflux de conscience autre, de la grande conscience, on va dire. Elle se dégage, comme dans l'expérience de mort imminente. Hein, si c'est aussi fort l'expérience de mort imminente, c'est parce que vraiment, il y a presque une séparation de la conscience avec le corps, mais pas entière. Et donc, celle-ci reprend ses capacités naturelles, c'est-à-dire non locales, indépendantes du temps et de l'espace, et capable de se connecter à la grande conscience. On trouve ça aussi avec les psychédéliques, on trouve ça avec toutes les méthodes qui, brutalement, entre guillemets, déconnectent un peu la conscience de ses filtres habituels. Et là, elle retrouve des mondes transpersonnels, parapsychologiques, spirituels, intenses. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait un entretien sur le livre La révolution psychédélique. Justement, j'expliquais comment c'était une méthode relativement facile, sûre et directe, dans des conditions bien particulières de prise. Hein. Attention, hein, c'est comme conduire une voiture. On ne peut pas
conduire les yeux fermés, à bourrer à 100 à l'heure au centre-ville et en sens interdit. Hein. Attention, hein, ça c'est pas la faute de la voiture là. Bref, mais voilà, donc ça c'est important effectivement cette expérience. Je voulais dire Tu viens de... Ah pardon, vas-y. juste une chose parce que j'ai peur Ouais. qu'on ne le dise pas avant la fin de la mission, c'est qu'une des originalités du livre aussi, vous en êtes rendu compte, c'est que j'ai à plusieurs reprises dans cette interview, j'ai parlé des corps physiques, énergétiques ou éthériques, émotionnels, mental et spirituels. Alors ça peut paraître complètement New Age, fantasmagorique, etc. C'est Non, prendre un risque pour le propos. oui, mais non seulement. Alors, toutes les grandes traditions spirituelles parlent de ce nombre de corps. Moi, j'avais été formé à l'approche chamanique de la thérapie par Liliane van der Velde, qui utilise de manière très pragmatique, très précise, très juste et très forte ces 5 corps. Contact avec les défunts, que ce soit par les médiums ou interposés ou bien par les sujets eux-mêmes, directs, voient les défunts dans leur corps émotionnel, mental et spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le corps physique, évidemment, il est au cimetière, ni le corps énergique éthérique qui s'est dissous au bout d'un certain temps, assez rapidement après la mort du corps physique. Mais par contre, ces corps-là continuent à être individualisés, à faire que le défunt se montre avec ses habitudes, ses tics, ses manières, ses traits d'esprit, sa façon de parler, en étant un peu plus comme spirituel dans les deux sens du terme. Il a un peu plus conscience qu'il est esprit que quand il était sur Terre, et puis il est plus drôle que sur Terre, souvent, quand même. Mais il y a le corps émotionnel et le corps mentaux continuent à être travaillés, à être épurés dans des dimensions supérieures pour finalement petit à petit se dissoudre. Et il y a le corps spirituel créé sous manière un peu formelle, puis après qui se dissout. Ça, on en discute dans le livre, mais il y a beaucoup de médiums. Il y a beaucoup aussi de défunts qui communiquent avec les médiums ou par TCI ou etc. ou par écriture automatique qui donnent ces messages. On est dans un monde avec des formes ici, puis après il y a des mondes informels où la conscience se dissout comme la vague qui revient à l'océan avant d'être de nouveau recréée en vague, comme une sorte de cycle. Et ben, ces corps-là, ils sont bel et bien vus et ils expliquent parce que sinon on ne voit pas comment les défunts, quand ils communiquent avec les vivants, gardent une certaine forme. S'il n'y a plus de forme du tout, c'est-à-dire plus de corps, vous ne pourrez pas. Alors, il n'y a pas de corps physique, mais il y a des corps émotionnels, mentaux et spirituels qui sont vus, perçus, sentis, touchés, quand même dans les contacts avec les défunts. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si, et de plus, alors si on veut être beaucoup plus dans la neurologie, dans la physiologie, dans la médecine, un corps physique tout seul n'explique pas, ne peut pas expliquer le fonctionnement de l'organisme au niveau émotionnel, mental. Par exemple, la prise de sang, le cerveau ne peut pas le faire. Il peut donner des heuristiques. Par exemple, les émotions, le corps n'est pas capable de les gérer dans le sens que c'est immédiatement que tout le corps est pris, comme s'il était pris sous l'effet d'un même champ, et tout est régulé, et tout est coordonné, tout est fait de manière harmonieuse par une sorte de chose extérieure au corps physique. Donc il y a forcément, ça c'était décrit par plusieurs penseurs, donc Amit Goswami, qui est un physicien quantique, qui a écrit justement sur la médecine spirituelle, et les 5 corps, et il explique de manière très documentée, et on le fait dans le livre aussi, mais dans le livre plutôt la conscience immortelle, hein, là si on veut avoir le détail des différents corps et leur fonction. On explique pourquoi justement voilà, on perçoit les défunts avec une certaine forme encore, alors qu'on pourrait se dire s'il n'y avait que le corps, ben, une fois que ça s'est dissous, on ne voit plus que une poussière d'atomes ou je ne sais pas moi. Il y a aussi un terme que tu viens d'utiliser sur lequel je veux bien qu'on s'arrête 2 secondes. Il y a 1 ou 2 chapitres d'ailleurs qui sont consacrés à ça. C'est la question du temps. Et puis, alors je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail de ce qu'il y a dans le livre parce que je pense que les gens auront vraiment envie d'aller regarder par eux-mêmes et de découvrir tout ça. Il y a pas mal de... il y a pas mal de moments où en fait sont évoqués des jeunes enfants qui ont des souvenirs, enfin si on peut appeler ça un souvenir, qui ont des informations en fait d'autres vies. Donc ça, je vais laisser les gens aller découvrir ça dans le livre. Par contre, j'ai une question alors sur cette notion du temps. Si on a un jeune enfant comme ça qui arrive à avoir des informations sur une vie passée, comme ça a été théorisé, je dirais, euh, qu'est-ce qu'il en est alors du champ de conscience de cet autre individu qui est déjà décédé? Est-ce qu'on arrive encore à s'y connecter? Est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites là-dessus? Je ne sais pas si ma question est claire, mais Si. bah, peut-être Alors Marie-Josée. moi, je vais commencer juste avec ma perception des choses et puis Olivier, peut-être il le dira autrement, mais quand on parle de vie antérieure, c'est compliqué parce que
on est obligé d'en parler en termes de linéarité du temps, tel qu'on le perçoit ici dans notre manifestation actuelle. Seulement, c'est plus complexe, bien plus complexe que ça. Ben, moi, je ne suis pas physicienne quantique, mais bon, par rapport au temps et à l'espace, on comprend que notre perception actuelle des choses n'est peut-être pas si réelle que ça. C'est-à-dire que le temps, on va dire que ça pourrait être quelque chose tout est vécu simultanément. Donc là, ça devient assez difficile à imaginer pour notre mental, mais dans ce cas-là, on va parler de connexion à nous, plutôt incarnée dans de la multidimension, c'est-à-dire dans différentes dimensions possibles, et que les vies qui seraient des vies antérieures, alors à la fois, effectivement, elles sont antérieures, parce que c'est dans des temps antérieurs, sur une ligne. Voilà, sur la ligne horizontale, mais à la fois sur la ligne verticale, comme si tout était là en même temps. Et je suis persuadée qu'on a des connexions, tout le monde, évidemment, a des connexions à ces autres vies, hein, ces autres extensions de conscience qu'il est, comme si l'âme avait plusieurs rayons elle-même et qu'elle pouvait s'exprimer dans différents temps en même temps. Et que toutes ces incarnations sont reliées. Bon, là, on va loin un petit peu hein, quand je dis tout ça, mais c'est quand même intéressant parce que, effectivement, ces enfants, quand ils rapportent des faits de personnages qui étaient, on peut les retrouver. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire, mais il y a vraiment une possibilité d'information à partir de nos ressentis. Souvent, on peut se connecter à qui on a été ou qui on est en même temps que maintenant. Très souvent, c'est beaucoup plus à partir de l'énergie émotionnelle. On n'est pas dans des informations trop mentales. C'est à partir de ce qu'on ressent. Il y a des ressentis qui nous connectent, notamment des mémoires, peut-être traumatiques ou pas d'ailleurs, mais qu'on a pu vivre ou qu'on vit dans d'autres. L'émotion, c'est vraiment une énergie qui nous connecte en fait à d'autres nous. Je ne sais pas si je suis assez claire là-dessus. Hein. Peut-être Olivier, tu peux voir, toi, comment tu l'expliques. Oui. En tout cas, ouais, la multidimension, c'est super intéressant. Quand on commence à s'ouvrir à ça, waouh. Il y a plusieurs hypothèses hein, pour expliquer comment les enfants peuvent dire « moi j'ai été ceci, cela dans une autre vie à un autre endroit », puis quand des observateurs extérieurs vont vérifier ce que l'enfant n'a jamais pu vérifier parce qu'il ne peut pas se déplacer à cet endroit-là et tout, quand il est jeune, c'est en 3 et 6 ans en général, ça se passe, il retrouve effectivement tous les détails qu'a dit l'enfant. Donc, on peut expliquer ça de plusieurs façons. Soit on peut dire que c'est des super capacités parapsychologiques à l'enfant et sans s'en rendre compte, il a focalisé son inconscient et ses capacités non locales sur un endroit. Donc, il a fait de la vision à distance, il a fait de la télépathie à distance. OK. Ce qui est le plus crédible, c'est quand même que il est possible que 3 solutions possibles. Soit il incarne vraiment ce défunt, c'est-à-dire ce défunt est mort, il est allé dans l'entre-deux-vie et puis il est redescendu, il a refait une incarnation et cette incarnation, c'est cette personne-là. Donc en fait, c'est la même conscience sauf qu'elle est dans un nouveau corps. Ça, c'est une possibilité. Soit on peut avoir comme possibilité que l'enfant, pourquoi ça arrive entre 3 et 6 ans? Parce que c'est un âge où ils sont en complète ouverture aussi spirituelle et ils peuvent parler à ce moment-là, donc on peut entendre ce qu'ils vivent avant que ça se referme à l'âge de raison à 7 ans, on va dire. Et effectivement, tout d'un coup, entre 3 et 6 ans, ils canalisent une autre conscience qui vient d'une autre vie. Et ils sont un peu possédés momentanément. Et à 7 ans, quand il y a l'âge de raison, les capacités cognitives, ça repousse la conscience qui ne les hante plus. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, ils racontent des vies qui ne sont pas forcément la leur, mais qui canalisent des gens qui sont morts avant eux. Voilà, il y a ça. Ou on peut aussi dire que dans une vie, alors c'est plus simple ça, quand on vient avec notre conscience pour s'incarner dans un corps, parfois on prend des bribes de travail de la vie d'autrui qu'on remet nous-mêmes au travail. Je m'explique, c'est comme si j'étais un ouvrier, j'arrive sur un chantier, mais il y a mon collègue qui a oublié de faire ça ou soit, ben, en plus de mon travail, je remboucherai ce parti de trou, j'utiliserai l'outil qu'il a laissé, etc. C'est-à-dire que j'utiliserai certaines parties de ces expériences émotionnelles et mentales qui n'ont pas été résolues. Je les inclurai dans mon trousseau de travail, enfin dans le pain que je vais mettre les outils que je vais mettre sur la table. Je ne sais pas si je m'explique clairement pour ça. Ça va? C'est clair ce que je dis? Oui, ouais, c'est clair. Tu as lu le coup des médiums effets physiques dans le livre? Tu as eu le temps ou pas? Non. Non, lis-le parce que c'est complètement révolutionnaire, quoi. C'est révolutionnaire parce que ça a été
c'est des choses qui se sont passées en présence de scientifiques, de spécialistes de la fraude, de prestidigitateurs et de magiciens pour voir s'il n'y avait pas des trucs, tu sais, comme font les spectacles de magie. Le médium, je veux dire quoi, il est attaché sur une chaise avec des attaches aux poignets, des attaches aux jambes. Il a des bandes fluo pour que dans l'obscurité ou la quasi-obscurité où ça se passe, on le voit s'il bouge. Il a parfois des trucs sur la bouche pour pas qu'il puisse parler, ou même de l'eau dans la bouche quand c'est pour des voix indépendantes, je vais expliquer. Il est fouillé complètement avant et après l'expérience, fouillé au corps. On fouille complètement l'endroit où ça se passe, la pièce où ça se passe, avant et après l'expérience, pour être sûr qu'il n'y a pas des mécanismes de trucage, des poulies, des machins et tout. Et qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là avec d'autres personnes qui sont là pour demander avoir des manifestations de défunts? On appelle le phénomène des voix indépendantes, puis le phénomène des phénomènes physiques. Les voix, et tout ça, ça passe par le corps énergétique du médium. On dit l'ectoplasme, c'est-à-dire qu'il y a certaines manifestations qui viennent parce que le médium se prête physiquement et énergétiquement à l'entité qui est là. Contrairement au médium à trans qui se prête juste, qui canalise, qui pousse un peu sa conscience de côté, qui laisse une autre conscience, l'entité maître, on appelle ça l'entité contrôle, faire la séance à sa place, contacter les défunts et tout. Et puis il y a les troisièmes types de médiums, qui sont les médiums mentaux, par télépathie avec le défunt, donc c'est les plus simples, ils ne sont pas spécialement en transe, ils reçoivent des choses. Donc je reviens. Il y a des gens en France. En France, des médiums mentaux, il y en a, des médiums à trans, il y en a, et puis très rarement, il y en a, j'ai vu sur YouTube, des médiums à effet physique, avec ectoplasme et production d'effets physiques incroyables. Alors, je décris juste ça parce qu'on n'en parle jamais et en tant que médecin, je m'avance, mais voilà, il y a des expériences, le Skull Experiment, qui ont été faites par Solomon. Il y a des gens très sérieux, le professeur Fontana qui a vérifié ça. Il y a des médiums connus qui ont écrit des livres et qui ont été vérifiés par Leslie Keane, une journaliste qui a fait un livre il y a 2 ans sur l'ensemble des phénomènes périmortels. Donc, elle, c'est un peu original aussi. Bref, ils sont allés voir sur place, ils ont testé. Bon, il y a eu plein de recherches dans le 19e siècle et 20e siècle, là, je te disais, avec des experts de part et d'autre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces médiums-là sont capables, quand ils sont dans une pièce avec d'autres personnes, la pièce est fermée à clé, tout a été vérifié, comme je t'ai dit, ils sont attachés, ils sont capables de créer ou de donner lieu à des manifestations d'esprit sous forme de voix indépendantes externes. C'est-à-dire que les témoins présents dans la salle entendent des voix qui viennent de différents coins de la pièce, alors que le médium n'a pas bougé. Parfois, on lui met même des mains sur les siennes pour être sûr qu'il ne bouge pas, en plus de ses attaches. Il y a des voix qui viennent et qui sont des voix qui peuvent parler en même temps que le médium, ou parfois répondre en dialogue au médium, ou parfois parler en une langue étrangère que le médium ne comprend pas, mais que certaines personnes dans la salle comprennent et ça marche. Ou parfois s'adresse aux personnes qui sont présentes dans la salle et leur disent des choses qui sont exactes, mais elles ne peuvent pas le savoir. Ou parfois utilisent un cône ou un truc, font léviter un cône et s'expriment à travers un cône qui est en suspension comme ça dans la pièce. Parfois chantent des chants, mais de manière lyrique et très mélodieuse, que le médium est complètement incapable de chanter comme ça. Enfin, etc. Ça, c'est les voix indépendantes qui ne sont pas explicables par des phénomènes physiques, quoi. Et puis, il y a ce qu'on appelle les phénomènes physiques, c'est-à-dire, par exemple, il y a des déplacements d'objets ou des lévitations d'objets, ou parfois c'est même le médium qui lévite dans les écrans de sa chaise, et il n'y a pas de trucage, hein, tout est vérifié, le plancher, la chaise, tout, enfin, au début, à la fin, au milieu. Hein. Il y a des bruits qui sont des coups frappés sur les murs, sur la table, etc. Il y a des désubstantiations, c'est-à-dire des objets qui disparaissent devant la vue des gens, comme ça. Ou au contraire, des imports, des objets qui apparaissent, qui venaient d'une autre salle, qui étaient dans une autre salle, et qui apparaissent. Des objets qui traversent la matière. Il y a des mains qui apparaissent et qui sont. Même il y a eu des moulages, il y a eu des expériences où ils mettaient de la cire, la main plongée dans la cire, sortirait, elle arrivait à retirer la pellicule ensuite quand elle était refroidie sans la déchirer. Et ensuite, il y avait des moulages au plat qui étaient faits. Ben ça, ça a été fait au fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et il y a des moulages de ces expériences qui sont déposés à Paris à l'Institut Métapsychique International, à l'EMI. Donc, comme témoignage de ce qui s'est passé. Il y a des pieds qui peuvent apparaître, mais aussi des corps entiers qui parlent aux gens dans la pièce, qui leur donnent des détails pareils, qui sont reconnus par les défunts. Oui, non, qui sont reconnus. J'en oublie encore des trucs. Il y a des instruments de musique qui sont laissés poser et ils jouent tout seuls dans la pièce, alors que personne, le médium en permanence et tout. Pareil, le médium, pour être sûr, quand il y avait des voix indirectes, il avait de l'eau dans la bouche, un truc sur des sparadraps, et il y avait parfois même des enregistrements de l'activité corde vocale pour être sûr que ce n'est pas lui qui jouait le ventriloque, etc. Donc, pour dire que c'est des trucs mais qui sont incroyables parce qu'ils sont vérifiés. Les gens qui sont là disent non, il n'y a pas de possibilité de fraude. Oui, mais des choses que la physique classique ne permet pas d'expliquer ou même interdit.
Et The Skull Experiment, il y a un livre là-dessus. Skull, c'est S-C-O-L-E. Experiment, l'expérience de Skull. Il y a un livre là-dessus qui décrit tout le protocole et qui donne les résultats et on pourrait le répliquer. Ça vaut le coup. Au lieu de chercher un vaccin contre le Covid qui ne va pas être valide, qui va être, bref, comme une urgence absolue mondiale, on ferait peut-être mieux de dire que l'urgence absolue mondiale, ça serait de pouvoir prouver qu'on a bien une âme qui survit à la mort du corps et que la mort est pas du tout si grave et en tout cas est un élargissement de conscience et un passage dans un autre état de conscience. Tu vas te faire des amis, Olivier. Oui, de toute façon, je ne suis pas le seul à le dire, hein, heureusement. Voilà. Donc voilà. Ça amène quand même une question, c'est s'il y a toutes ces preuves, Ouais. s'il y a depuis les années 50, 60, peut-être même déjà avant, mais dans le livre, voilà, on aborde beaucoup de choses depuis les années 60, qu'est-ce qui fait qu'on en est encore à un point où il y a besoin d'aller expliquer aux gens qu'il y a ces réalités, qu'il y a cette réalité de la vie après la mort. Et comment ça se fait qu'on se heurte encore à ce scepticisme vous avez un élément de réponse Ben ça, c'est vrai que c'est des questions qu'on s'est évidemment posées, hein. On se dit, mais quand même, quand on commence à s'intéresser à ces sujets, on se dit, mais ça devrait intéresser tout le monde. D'ailleurs, on a envie de partager avec tout le monde ce qu'on fait, d'ailleurs. Mais on est étonné, effectivement, parce que je pense qu'il y a, à la fin du livre, on en parle, il me semble, il y a plusieurs raisons. C'est que, bon, premièrement, il peut y avoir quand même de la peur. Moi, quand j'en parle, par exemple en séance, c'est que des personnes sont vraiment habitées par des peurs de la mort. Elles n'ont même pas envie d'aller s'intéresser parce que tout de suite, il y a une forme de fermeture, de blocage. Donc la peur, ça peut protéger, mais ça peut aussi enfermer la peur. Donc, je pense qu'il y a des peurs. Il y a aussi le fait que ce sont des sujets du coup qui viennent ouvrir sur la spiritualité quand même. Et je crois que la spiritualité et la science, ça fait pas vraiment bon ménage. En tout cas, ce qu'on appelle la science, alors que on va plutôt parler de matérialisme là, parce que il y a une science post-matérialiste, heureusement, qui fait des hypothèses un peu différentes et qui part pas du principe que la conscience est produite par le cerveau, mais plutôt que la conscience est première. Mais en tous les cas, c'est vrai que les religions, c'est pas la même chose que la spiritualité. Et les religions, elles se sont beaucoup mélangées avec le pouvoir et que la science, elle s'est construite aussi indépendamment des religions, justement pour pouvoir parler de choses, on va dire, claires et d'un autre côté, ça reconnecte un petit peu la science et la spiritualité. C'est comme si ça faisait peur de se dire, mais en fait, il y a peut-être quand même quelque chose après, au-delà de la matière, on va dire. Et alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir à nouveau une influence ou voilà, est-ce que ce n'est pas des choses qui vont être, qui vont emmener les gens dans de la pensée magique ou je ne sais pas quoi. Il y a des peurs comme ça. Justement, c'est peut-être la dérive. Oui, c'est ça, parce que oui, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Église a longtemps, avant le 19e siècle, avant les Lumières, avant le 19e siècle, etc., a longtemps bridé la science, contraint la science, déformé la science. Hein. Les scientifiques n'avaient pas le droit de se poser certaines questions ou d'y travailler hein, à une certaine époque. Donc, tout naturellement, c'est bien normal. Il y a eu une défiance envers la religion, je parle bien, ce qui est différent de la spiritualité, hein, parce que la religion, c'est des dogmes, des croyances, la spiritualité, c'est des expériences que tout à chacun peut faire sans passer par un homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, hein, c'est-à-dire un prêtre ou un machin. Bref, mais c'est vrai que là, c'était naturel que la science se méfie beaucoup de la religion, parce que la religion avait essayé de l'accaparer. Après, comme c'est très différent de la spiritualité, la science n'a rien à craindre de la spiritualité. La spiritualité peut lui ouvrir des nouveaux domaines d'exploration, des nouvelles hypothèses à tester, bien au contraire. Et c'est ce qui est en train de se passer avec la physique quantique. La science rejoint la spiritualité. Alors, donc on a été conditionné hein, pour dire, oh là là, la mort, l'âme, oh là, mais ces trucs religieux, ils vont encore nous casser les pieds, ils vont nous emmener avec leur bondieuserie. Non, ça n'a rien à voir avec la religion, premièrement. Deuxièmement, alors, on a eu tellement l'habitude de s'en passer de la spiritualité, du coup, on la confond avec la religion, qu'on s'est dit, bon, le matérialisme, ça suffit.
Regardez, ça marche le matérialisme. On a augmenté notre confort de vie, on a augmenté notre richesse, on a soigné des trucs. Ça suffit pourquoi aller penser qu'il y a autre chose que la matière. Il faut vraiment être débile, quoi. Il faut avoir que ça à faire. Ben non, le matérialisme a des limites. Des limites déjà pour expliquer certaines choses, comme les expériences extraordinaires, les expériences mystiques qu'il ne peut pas expliquer, et notamment les EMI aussi, il ne peut pas les expliquer. Mais aussi, il a des limites parce qu'il crée un type de société qui est complètement, comment dirais-je, sans âme, qui est compétitrice, concurrentielle, qui mène à la destruction de l'homme et de l'environnement, qui ne répond pas aux besoins d'empathie, d'entraide, de générosité, d'altruisme de l'homme. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ce modèle-là, maintenant, on en voit les limites. Alors que peut-être avant, on n'en voyait pas les limites. Ce qui fait qu'il y a un intérêt plus grand pour la spiritualité quand même, hein, et pour les EMI aussi. Ça commence à s'ouvrir, hein, le dialogue là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, on a beau leur amener la bonne nouvelle, entre guillemets, hein, si on peut dire ça comme ça fait vachement sec. Mais non, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle que de m'être aperçu et C'est ton côté provoque. d'avoir vécu, voilà, c'est ça que, bah oui, il semble très très bien à 99,99% de chances que ça soit le cas, qu'il y ait autre chose que juste la matière et la vie humaine limitée, bien entendu. Et c'est super de vivre ça et d'avoir tous ces écrits, ces témoignages, ces gens qui ont vécu ça, qui te le disent de manière cohérente et constante, et que tu peux pas remettre en cause. C'est pas des farfelus, c'est pas des mythomanes, c'est pas des délirants. Tu le vois, moi je suis psychiatre en plus, donc je sais très bien faire la différence entre une rêverie, une imagination, un fantasme et un délire, une hallucination. J'ai même écrit des livres sur la psychose, les thérapies cognitives de psychose. Donc je suis un peu spécialisé là-dedans. Donc si tu veux, on peut pas me reprocher à moi de me laisser berner par quelques récits de personnes un peu malades. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça tient pas à ça. Faut expliquer autrement en tout cas. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui s'accrochent au modèle matérialiste. Pourquoi? Ça, j'avoue que des universitaires qui soient comme ça, hein, ils savent que s'ils sortent trop du modèle matérialiste, ils vont se faire dézinguer pour leur carrière, plus de crédit de recherche, donc c'est la mort quoi, au niveau intellectuel. Donc il y a peut-être ça. Mais peut-être pas que ça. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi au Coma Science Group là, de Liège, là, avec notre ami je ne sais plus comment il s'appelle, Stephen Lawrence. Pourquoi lui qui a écouté tant de récits d'expériences de mort imminente, pourquoi lui qui s'intéresse à la méditation, au chamanisme et tout, pourquoi lui, il tient tant que ça à ces hypothèses matérialistes qui ont du mal à expliquer les choses, alors qu'il a une hypothèse conscientiste, c'est-à-dire la conscience comme première, une post-matérialiste qui irait très bien. Pourquoi c'est aussi important pour lui de s'y accrocher, quoi? Peut-être parce qu'il faut que quelqu'un fasse le sale boulot, effectivement, pour maintenir l'équilibre des choses, pour pas que ça soit de nouveau une idéologie qui vienne complètement idéalisée et puis qui entraîne tout le monde dans son délire. Il faut peut-être des gens qui arrivent tu vois, en sous-poids, en équilibre. Donc un peu de matérialisme fait du bien au post-matérialisme et du post-matérialisme fait du biomatérialisme. C'est un équilibre peut-être qu'il faut trouver. Garder ce qui marche le mieux, mais accepter au départ de mettre sur la table toutes les hypothèses, sans les rejeter. Et l'inconvénient des matérialistes, c'est qu'ils rejettent a priori les hypothèses au lieu de dire, bon, puisqu'on veut être scientifique jusqu'au bout, on va se dire, la science n'appartient pas au matérialisme. Le matérialisme, c'est une idéologie, c'est une philosophie particulière, moniste, physicaliste. Mais ce n'est pas la science. On peut faire une science post-matérialiste aussi. Donc on va mettre ces différentes hypothèses, puis on va les laisser travailler par les faits, puis on verra celle qui résiste le mieux aux faits. Mais souvent, c'est pas ce qui est fait. C'est qu'ils choisissent déjà un camp, puis après, on évacue, on n'étudie même pas les autres hypothèses, et après, du coup, on ne trouve pas, parce qu'il nous manque des chaînons. C'est ceux qu'on a évacués a priori, l'angle mort qu'on s'est donné soi-même, bêtement, et qui empêche de voir la globalité. Il y a des questionnements aussi que j'aimerais bien vous transmettre et puis voir et à écouter vos réponses là-dessus. Les personnes à qui je disais que je faisais l'interview, je leur ai soumis le sujet. Et il y a une hypothèse qui est venue, c'est le cerveau est encore fait de manière à fonctionner sur de la survie et des peurs. Et et que finalement, beaucoup n'ont pas envie comment je pourrais dire ça? Peut-être aller se poser la question de savoir s'il n'y a pas une réalité qui est encore physiologique, qui empêcherait d'aller connecter à cette autre perception. Et l'autre question, je vous les lance comme ça, et puis après vous saisirez ce qui vous paraît juste. L'autre questionnement, c'était de se dire, pendant longtemps, la spiritualité qui a été transmise par les religions a apporté une certaine morale
a permis un certain nombre de cadres aussi à la construction de la société, et ainsi de suite. Mm. Et là, si on dit aux gens, bah, écoutez, la mort, en fait, c'est un mot qu'on a utilisé, mais qui finalement est assez vide de sens, puisque la conscience survit, il se passe autre chose derrière. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il en Ouais. devient de nos limitations, de nos barrières ouais, voilà, vous avez Mm. compris. D'accord. Je te laisse répondre, Marie, parce que là, le deuxième est Ouais, facile à en fait, répondre. Ouais, en fait, déjà, je voulais dire aussi, même par rapport à ce qu'on disait encore juste avant, qu'il y a des personnes qui vont être ouvertes, et on l'a constaté dans les réponses qu'on a eues à notre questionnaire qu'on a donné sur Facebook sur les peurs autour de la mort. Il y a des personnes qui sont ouvertes à ce qu'il y ait quelque chose après la mort, mais qui ont des peurs. C'est pas pour autant, c'est pas parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose après la mort qu'elles n'ont pas peur. Notamment des peurs. Il y a plein de questions, j'allais dire pratico-pratiques. Donc, est-ce que quand je serai mort, je vais retrouver des gens que j'aimais pas ou des gens qui m'ont fait du mal et que j'ai plus envie de revoir, ce genre de choses. C'est vrai que il y a encore des peurs, même quand on est ouvert au fait qu'effectivement il y a une vie après la mort. Donc, alors après, est-ce qu'il y a dans notre système de survie quelque chose qui fait qu'on a besoin de se raccrocher juste à la matérialité, peut-être, hein. Le fait de s'ouvrir, est-ce que c'est aussi s'ouvrir à soi-disant de l'inconnu? Parce que moi, je suis persuadée que toutes ces informations, on les a en nous, hein, on en vient. Donc, on ne peut pas avoir complètement. Alors, on a oublié, hein, on est beaucoup réduit, mais on est quand même. Il y a quelque chose en nous qui sait. Donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est des peurs qui nous retiennent par survie? euh, Je sais pas. Je sais pas ce que tu dirais, toi, Olivier, par rapport à ça. Moi, la première question, je ne l'ai pas vraiment compris, donc je vais plutôt répondre à la deuxième. Euh, la deuxième, si je la résume, c'est bah alors, puisqu'on ne meurt pas vraiment, puisque la conscience, elle persiste et que bah, tout est permis alors sur Terre. Enfin, c'est un peu ça, non? La peur qu'il n'y ait plus de limites, plus de règles, et puis bah, en fait, non, parce que ceux qui vont lire ou s'intéresser à ces expériences de mort imminente, par exemple, mais c'est valable pour toutes les autres expériences périmortelles, ils s'aperçoivent que les gens qui sont en contact avec la mort, ça apparaît souvent sous forme d'un champ d'amour et de connaissance très intense. Quand ils font leur revue de vie, ils s'aperçoivent que chaque acte qu'ils ont eu a eu des impacts très loin sur les autres, des impacts émotionnels, etc. Et parfois, ils vivent, et même souvent, ils vivent ce qu'ils ont fait aux autres à la place des autres. Donc, ils deviennent en hyper-empathie, c'est-à-dire, ah là, je lui ai fait ça en disant ça ou en ne faisant pas ça. Et ils comprennent que seule une chose est importante sur Terre, c'est comment j'ai su m'aimer et comment j'ai su aimer. Et que ça, c'est beaucoup plus important que tout le reste, que toutes les soi-disant réussites matérielles, intellectuelles, etc. Et donc, quand ils reviennent, les gens qui ont vécu cette expérience ou qui ont été en contact avec des défunts pleins d'amour, ou, etc., etc., ils n'ont plus qu'une envie, c'est de vivre de manière différente, plus écologique, plus non violente dans la relation, plus au service des autres, plus d'empathie, revisiter les valeurs, le système de valeurs, beaucoup moins matériel, etc. Donc, il n'y a pas de risque, bien au contraire, à côtoyer ces phénomènes-là. Il n'y a pas. Parce qu'on pourrait dire, oui, ben, on peut avoir 100 vies, je peux faire ce que je veux, puis après, je ferai mieux à la prochaine vie, quoi. Celle-là, elle est jetable, je me consacre à uniquement mon plaisir et tout ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. On s'aperçoit des liens qui existent entre toutes les consciences et que donc, ce que je fais à l'autre, je le fais à moi. Ce que je fais à moi, je le fais à l'autre, etc. À un certain niveau dans la conscience ordinaire, moi, c'est moi et toi, c'est toi, et chacun pour soi. À un niveau déjà plus élevé, toi, c'est moi et moi, c'est toi. Et à un niveau complètement plus élevé où on se dissout, c'est il n'y a ni moi ni toi, il y a elle, la conscience. Ou il, Dieu 2.0, version nouvelle. Pas prise pas le Dieu anthropologisé par les religions, pas le Dieu où on projette nos propres névroses, pas du tout. Euh, un Dieu qui est la conscience pure, quoi, qui est le Tathvamasi, tu es cela, cela la conscience, cela ce qui a tout créé. Ok, Voilà. ok. Bon, c'est un beau message pour peut-être finir cette interview. Euh,
À moins que voilà, vous ayez envie de terminer encore avec un autre message. Non, moi ça va. Ouais. Moi, je vous conseille de lire le livre. C'est un très bon Voilà mon message aussi. message. Parce que, oui, effectivement, il y a énormément d'informations. Il y a d'autres livres, évidemment. Moi, je me régale de livres qui sortent actuellement. Se souvenir de l'au-delà, c'est un livre super de Romuald Le Le Terrier et Terrier. Romain Morisson, qui a un angle de vision encore plus original, j'allais dire, parce que nous, on a résumé, on a fait une synthèse de tout ce qui a été étudié. On a oublié de parler des phénomènes de sortie hors du corps, qui sont quand même des phénomènes super intéressants parce qu'ils pourraient être étudiés de façon vraiment très scientifique, parce qu'il y a des personnes qui sortent de leur corps pratiquement sur commande. Donc, ça existe. Hein. Je suis persuadée que si la science se penchait un peu là-dessus, on aurait énormément d'informations. Évidemment, ça fait partie des sortir du corps, de la première étape de l'expérience de mort imminente ou d'expérience de mort partagée. Des gens, Olivier tout à l'heure, il parlait du fait qu'à un moment, il s'était senti hors de son corps. Voilà, mais ça peut arriver à des personnes en dehors de tout contexte de mort imminente. Hein. Ça peut arriver au quotidien. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a énormément de phénomènes en fait comme ça qu'on a mis de côté parce qu'ils n'étaient pas explicables et qu'on a dit non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est pas possible, donc on ne va pas les étudier, on met ça juste de côté puis on n'en parle pas. Je trouve qu'on a énormément d'avantages à aller se pencher sur tout ça et voilà, donc, mais que chacun de nous déjà s'informe, c'est important parce que si on attend d'avoir l'information, peut-être aussi tout à l'heure quand on parlait de pourquoi les gens ne s'ouvrent pas forcément en masse, j'allais dire, à ce genre de choses, parce qu'il y a aussi le fait, on n'en parle pas vraiment à la télévision, c'est pas dans les informations validées par le tout venant. Vous voyez, c'est des informations qui sont encore très pour les personnes qui s'intéressent à ça. Je pense que dans le public qui va écouter cette vidéo, les gens sont déjà ouverts. Mais le propos du livre, c'était aussi de s'adresser à des gens qui ne l'étaient pas forcément et qui n'avaient pas l'information. Et c'est pour ça qu'on a trouvé génial que c'était l'éditeur Larousse qui nous a proposé ce livre, parce que c'est un éditeur grand public. Et que moi, ce que j'adore, c'est que ça puisse toucher le maximum de personnes, et notamment celles qui ne s'y intéresseraient pas au départ. Et le livre a déjà, en tout cas dans certaines personnes que je connais qui l'ont lu, déjà réussi à effectivement faire son chemin. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès avec ce livre et avec le message qu'il porte. Merci. Et un grand merci pour l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Merci Didier. Merci d'avoir fait cette émission. Merci à ceux qui ont écouté, qui vont écouter. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir.